la review de l'UFC Qatar. On va parler un peu de ce qui s'est passé sur l'événement du week-end dernier, l'UFC Qatar. Sans surprise, vous savez que Arman Tsarukyan s'est imposé face à Dan Hooker. On a aussi eu Yann Gary qui s'est imposé face à Belal Muhammad. Je pense qu'il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui se demandent ce que nous on pense de ça. En tout cas des combats, etc. Je pense que tu es d'accord avec moi sur le fait de dire que Arman, il n'y a plus aucun doute. Hein. C'est lui aujourd'hui le prétendant numéro 1. En tout cas, il l'a montré face à Dan Hooker. Bien évidemment. Alors, si il n'avait pas été puni, il aurait dû être avant. Ça fait un moment qu'on sait que c'est le prochain prétendant. Déjà contre Islam, les gens étaient intéressés du combat pour le titre qui devait se faire pour le dernier combat d'Islam. Bon, finalement, il a pris Moïcano. Mais là, il avait quand même la pression de se dire il faut pas qu'il fasse 5 rounds ennuyants. L'UFC l'attend un peu au tournant. Il est arrivé et il n'a pas pris de dégâts. Il en a mis énormément. Ça a été divertissant. Il a soumis le mec en 2 rounds. Donc, franchement, performance 10 sur 10. Je donne pas le 10 sur 10 souvent, mais là, pour moi, c'est du 10 sur 10, sa performance à Arman. Si tu peux te recadrer très vite fait, ça m'arrangerait. Ouais, bien évidemment. Non, mais moi, il n'y a rien à dire sur la perf. Hein, parce qu'en fait, il le soumet, mais avant ça, il le domine de A à Z. Et même en striking, il le domine. C'est ça qui est fou. C'est que même en striking, il a eu de très bons kicks, il a eu une vraie bonne boxe, donc tu sens que même s'il y a eu 1 an et demi où il a pas combattu, il s'est vraiment amélioré. Et là où avant on se disait il pouvait prendre de beaucoup de coups, il s'est pas pris de coups en fait réellement face à Hooker. Hein. Pourtant il a eu des ouvertures, hein, tu vois, debout, il y a eu du temps quand même debout, notamment au début des 2 rounds. Hooker il avait le temps pour frapper Arman. Il y a eu un genou en sortie clinch premier round je crois, où on s'est dit ah il est sonné Arman, mais pas du tout en fait. Et moi non Arman il y a rien à dire. Est-ce que tu penses que Hooker aurait pu résister plus longtemps? Parce que moi, je pensais qu'il allait quand même offrir un peu plus de résistance. J'avais mis TK au round 2 pour être honnête avec vous, mais je voyais quand même, je sais pas, même debout, quelques échanges qui font pas vaciller Arman, mais un peu de. Là, il n'y a rien eu, quoi. Il lui a rien laissé. Moi j'avais mis TK au Très round intéressant. 3. Moi j'avais mis TK au round 3, mais en fait le combat s'est passé comme je l'imaginais, à part juste que du coup moi j'espérais que ça dure plus longtemps et que ce soit plus un KO. En fait moi je pensais vraiment une destruction de A à Z de Arman. Littéralement, sans aucun doute, une destruction de A à Z de Arman, et qu'en fait moi j'avais parié sur le fait, alors parié dans ma tête, sur le fait que ce soit le médecin qui arrête le combat. Tellement le visage de Hooker serait été plus possible, il signait, etc. Genre Arman l'aurait découpé avec des coudes, etc. Et que Hooker n'aurait pas voulu abandonner. Et du coup, moi, je serais parti sur ça de base. Et c'est pour ça que j'ai mis TK au round 3. C'était plus arrêt du médecin. Au final, Arman a soumis. Et je pense que ces combats de grappling qu'il a eu sur cette dernière année, et notamment aussi ces entraînements qu'il a fait avec Ramzat Chimaev, parce qu'il s'est énormément rapproché de Ramzat ces derniers mois, il se montre, tout simplement. Parce que je pense qu'avant, il serait parti plus sur un ground and pound, un KO, etc. Tu vois. C'est vrai. Non, là, franchement, la perf est incroyable. Je réponds juste aux mecs de TikTok, les gars, on est sur Twitch. On est sur Twitch avec Wes, les gars, donc n'hésitez pas à venir. Voilà. Twitch Wesley stream, 37 pour moi. Wesley 10 37. 808 pour lui. Du coup, voilà. Il y a aussi Yann Gary face à Belal Muhammad. Yann Gary qui a battu Belal Muhammad. Pour moi, il y en a qui disaient que c'était un 29-28. Pour moi, c'est un clair 30-27. Il prend les 3 rounds Gary. J'ai aucun doute sur ça. Il s'est passé ce que j'imaginais. Il l'a dominé debout. Il n'allait pas se faire aller au sol. Il n'y a même pas eu de sol en fait. Il y a eu du contrôle cage, mais même contrôle cage, en fait, beaucoup de gens doutaient du contrôle cage parce que c'est ce qui avait fait perdre notamment Gary face à Shafkat. Mais Gary, il a montré qu'il a évolué dans ce domaine-là, dans la défense. Tu vois. Il a évolué. Et puis, Shavkat et Belal sont un peu différents sur cet aspect-là. Et il y a eu beaucoup de gens qui voyaient, bon, c'est pas pour faire le devin, bien évidemment, mais beaucoup de gens voyaient Belal le dominer et tout. Et je trouve que même ce qu'on avait vu de Yann Gary dans sa défaite contre Shavkat ne permettait pas de dire que Gary avait ces défauts-là, entre guillemets. Et comme on l'a prédit avec Wes, il a joué de sa distance et je le trouve divertissant. Je trouve qu'on devrait mettre un peu de respect sur ça aussi. Je trouve pas qu'il est aussi ennuyant que ça, Yann Gary. Non, en fait, je pense que les gens, vu que déjà, vu qu'il avait une personnalité qui faisait beaucoup de bruit, comme Connor, tu vois, il essayait un peu d'imiter Connor. Ben justement, Connor, après, il y avait les actes, il y avait les finishes, etc. C'est un vrai pur striker que les gens adoraient regarder. Là où Yann Gary, c'est plus un mec qui va chercher la décision, qui va s'assurer la victoire et qui va jouer au point. Et du coup, les gens, ils se disent, il y a quand même un énorme contraste entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et c'est pour ça que les gens sont très déçus. Mais si tu regardes Yann Gary aujourd'hui avec un caractère beaucoup plus humble, qui respecte beaucoup ses adversaires et qui est beaucoup plus dans l'état d'esprit du sport que dans la recherche du trash talk, t'apprécies plus ses performances parce que ses performances vont plus avec son personnage qui construit entre guillemets. Et Yann Gary, en fait, quand tu regardes bien le combat, c'est
je sais plus qui disait ça, quand c'était peut-être le mec qui avait le meilleur fight IQ aujourd'hui à l'UFC. Yann Gary, pour moi, c'est sans aucun débat de top 5 fight IQ aujourd'hui à l'UFC, même top 3. Hein. Oui. En termes de fight IQ, puis même au niveau des déplacements et des esquives, hein. Les retraits de bus qu'il a eu dans ce combat, moi il y a eu plusieurs fois où je me suis dit, il y a un moment il va s'assoucher. Il y a un moment les retraits de bus, il joue trop dessus, etc. Pas une seule fois. La gestion de la distance de Gary, la gestion des mouvements, même sur les côtés. Hein. Quand il est dos à la cage, que Belal fonce sur lui, et que lui il bouge sur les côtés, ce qu'il n'avait pas réussi à faire face à Shavkat, parce que Shavkat avait mieux cadré, parce que Shavkat avec ses kicks, etc., là où Belal n'avait pas ses kicks, si t'as pas de kick, c'est plus compliqué pour cadrer quelqu'un. Celui qui fait le mieux pour cadrer son kick, c'est Ilia Topuria. Il arrive trop bien à cadrer sans utiliser ses kicks. Poirier le faisait très bien aussi. Mais Belal, c'est pas le même niveau de boxe en fait. Ça se voit, et face à un Gary, c'était sûr que ça allait pas le faire en fait. Donc moi, j'étais pas surpris. C'est un bon boxeur, mais on n'est pas dans l'élite. Ah, clairement pas. De toute façon, on l'a vu face à JDM. Hein. JDM, j'adore. Hein. C'est un excellent boxeur. Hein. Mais c'est pas encore du niveau de Poirier. C'est pas encore du niveau de Topuria. Et voilà. Mais les gens qui disent que JDM avait gagné face à Belal seulement parce que Belal avait joué la boxe, moi je suis pas d'accord. Belal a pas su instaurer son jeu. Peut-être dans les premières rounds, il a essayé. 9 quand même. 9, c'est pas rien. Non, c'est dire qu'il a essayé. Il aurait pu tenter plus tôt. Oui, mais je pense que Belal a senti qu'il pouvait pas tenter plus tôt. Bah, il a essayé à partir du quel round ? Le 3e. Parce que les 2 premiers, en fait, s'il les perd, il se dit, si je fais full box les 2 premiers et que je les perds, je m'en fous, j'ai 3 rounds après, je fais full sol, tu vois, je peux le contrôler, etc. Je gagne les 3 rounds d'après, sauf que ça n'a pas marché. Être con, on peut pas blâmer Jack Della Maddalena pour ça ou dire oh Belal il aurait gagné si. Alors, dans ce cas, on refait plein de combats dans l'histoire du UFC. Hein. Avec des Ouais. Mais ouais, du coup, ça va être très intéressant parce que pour la suite, pour Gary. Parce que mais même c'est Islam. Pour parler de lui, t'en parlais, mais souvent les gens ils aiment bien mêler l'extra sportif au perso, je peux comprendre. Mais souvent ça rend les gens moins objectifs sur la performance. Moi, tu vois, je suis pas comme ça. Peu importe ce que le mec il fait dans sa vie ou pas, dans la cage, tu peux dire s'il est fort ou pas fort. Tu peux avoir cette objectivité là. Ouais. Et Yann Gary, pour le coup, c'est sa vie personnelle, moi je m'en fous. Je le trouve très fort, quoi. Très, très, très fort. C'est l'élite pour moi. Alors, est-ce qu'il passe Islam ? Je pense que non, mais j'ai appris qu'avec ce mec... Je pense que Islam n'aura jamais affronté quelqu'un qui a les déplacements et un fight IQ du niveau de Gary. Ouais. Parce qu'il a affronté des mecs très expérimentés comme Poirier, comme Charles, et en fait on se dit, comme Volk, voilà, je pense le mec qui a le meilleur fight IQ que Islam a affronté, c'est Volk, de très loin. On peut se dire que avec l'expérience, t'as un meilleur fight IQ, c'est quelque chose qui sera énormément avec l'expérience, ça je suis d'accord. Mais tu peux aussi être jeune dans ta carrière et avoir un énorme fight IQ de base, parce que justement tu peux être surdoué sur ça, et tu peux avancer plus vite. Et je pense qu'aujourd'hui, Yann Gary, il a un fight IQ qui ressemble à celui de Volk, au niveau du niveau, tu vois, juste en termes de fight IQ. Et je pense que ça peut poser problème à Islam, parce qu'on a vu que le combat qui a posé le plus de problèmes à Islam, c'est Volk finalement. Parce que Volk a été ultra intelligent sur la façon de combattre. Après, oui, Volk c'est tellement intelligent au niveau fight IQ que Gary n'est certainement pas encore à ce niveau-là. Mais c'est son plus gros atout, je pense. Clairement. Là où Gary a un avantage par rapport à Volk, c'est les déplacements. Gary a des meilleurs déplacements que Volk, et évidemment, il va pouvoir jouer la distance. Là où c'était plus le jeu d'Islam face à Volk, tu vois, de jouer à distance. Moi, j'aimerais vraiment voir ce combat. Pour moi, logiquement, ça devrait être le prochain contender. Il y a deux personnes que j'aimerais voir face à Islam. C'est Gary et Morales. Ouais, de fou. Pour moi, c'est les deux qui méritent le plus. Voilà, déjà en termes de mérite, Morales, il vient de battre le numéro 2. Brady était numéro 2 de la catégorie. Brady était numéro 2 et Belal aussi était numéro 2. Donc voilà. Et Yann Gary, il vient de battre quand même Carlos Prates et Belal Mohamed, monsieur Belal Mohamed, l'ancien champion. Pour moi, oui, Gary est plus méritant, surtout quand tu vois qu'il a pris Carlos Prates en short notice. Faut aussi penser ça. Il a pris Carlos Prates en short notice. Et les gens aiment bien dire que Gary il a juste tenté le sol avec Carlos Prates. Regardez le combat, regardez vraiment le combat. Gary domine Prates en striking. Gary, ce qu'il a fait à Belal, il l'a aussi fait à Prates dans le combat d'avant. Il fait exactement la même chose. Les gens aiment se souvenir de la... Il y a une dernière minute compliquée
Alors oui, parce que contre Prates, il se peut que quand t'as un mec qui frappe aussi fort et qui a pas mal de cardio d'ailleurs, malgré Bah en toutes les 25 clopes qu'il minutes, fume, bah en 25 minutes, tu te fais coucher quoi, à un moment. 25 minutes, il y a eu une minute et le mec a réussi, alors que franchement, je le voyais out, moi. Je pensais qu'il était out. Je vois que Hum. le mec est super résilient, bah, ça a une qualité à lui rajouter. Je me suis dit, wow, franchement, Ouais, non, franchement, Gary, sur ça, moi je pense niveau mental, il y a rien à lui reprocher quand on parle du combattant, tu vois. Après, l'homme, c'est autre chose, tu vois. Mais en termes de combattant, niveau mental, pour moi, il y a rien à lui reprocher. Surtout quand tu regardes sa seule défaite, ce que c'est finalement, et que pour certains, c'est une défaite pas du tout. Enfin, certains disent qu'il aurait pu gagner, pour moi, non. Si on regarde au niveau score, regarde des juges, pour moi, il prend pas 3 rounds. Mais elle est loin d'être humiliante, sa défaite, tu vois. Et quand tu regardes qu'à côté de ça, il est invaincu. C'est-à-dire que le mec, franchement, il et faut c'est quelque du chose pour short battre, tu vois. notice, c'est du short notice aussi. Et le pire, c'est qu'il l'a fait face à Shafkat, qui est connu pour avoir 18 victoires, 18 finishes. Et le seul qui finit pas, c'est Gary, en short notice. Gary. Et sur un Et 5 non, rounds. j'aime pas les et si. Mais Non, c'est un 3. Si, c'est un 5, on ouais. est tellement à un détail de la finalisation du côté de Yann Gary. Je trouve on est à un détail, il est comme ça derrière lui. C'est vrai que Gary qui est étrangle Shafkat, là, moi j'y ai cru. Je me suis fait On est plus. à 2 centimètres que ça passe bien en dessous du cou. Hein. Bon. Ah ouais, non, franchement, on n'est pas loin. On a eu quoi d'autre sur cette carte? On a eu la montée de Mickey Beck au rollby chez 77. Ça, moi, il me fait penser, tu sais, comme Joël Alvarez. Hein. Et moi, je pense que c'est un match-up que j'aimerais beaucoup voir. Hein. Oh là là, oui. Deux mecs qui montent de KT. Oh, j'aimerais bien, j'avoue que Au j'aimerais bien. roll-by Alvarez. En plus, t'es sûr que ça va aller à la guerre, t'es sûr que les deux peuvent s'éteindre. Les deux sont Ils ont forts au affronté sol, les deux deux sont forts vétérans. debout. Pour moi, c'est le match-up parfait à faire. Au Mais je vais roll-by te dire, Alvarez. je pense que bah là, c'était un match-up. Pour ceux qui savent pas, les gars, aucun des deux combattants avait combattu dans cette catégorie, enfin combatté dans cette catégorie sur leur dernier combat. On a eu en gros un mec qui combattait chez les lightweight, un mec qui venait des middleweight. Donc Puis ça les a deux, surpris un peu tout le monde. À ouais. l'annonce du combat, j'ai cru que c'était un troll, moi perso. Moi, j'avais vu un tweet fin 2024. Pour vous, quel est le combat? Genre, vous doutez, pour vous, genre, c'est impossible qu'ils annoncent ce combat-là, mais on va quand même le voir en 2025. Et les gens, ils disaient que des gros combats et tout. Et j'ai fait, bah, en fait, c'est Roll by Hermanson. Genre, jamais, en fin 2024, tu dis que tu vas voir ce combat-là en 2025. Et pourtant, ils l'ont annoncé. Ah ouais. C'est pas forcément les gros combats qu'il faut chercher. Parce que JDM Islam, si tu te dis, vas-y, ouais, JDM Islam, tu peux pas trop t'en douter fin 2024. Mais Islam Topuria, on l'a pas eu, mais c'est un combat que tu peux te dire. Arman Topuria, c'est un combat que tu peux dire parce que tu sais, fin 2024, que Topuria va monter. Tu le sais. C'est Hermanson au rollby, je suis désolé, mais personne ne voit ce combat. Non, 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 c'est vrai. Mais je pense que pas beaucoup de gens voyaient un finish aussitôt. Là, je pense Ouais, au rollby, de ce que j'ai entendu, a été forcé par l'UFC de monter parce qu'il a raté le ouais. poids à son dernier Ils lui combat. ont dit, c'est soit tu montes, soit on te vire. Voilà, ils l'ont forcé. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour lui. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui ratent le poids dans leur catégorie. Et quand ils montent et qu'ils se retrouvent à leur catégorie de poids naturel, ils arrivent avec beaucoup d'énergie le jour J, plus de puissance. Et je pense qu'aussi, il avait plus de skills qu'Hermanson. Il y a beaucoup de lightweight qui sont plus techniques que les moins de 84. Mais quand il y a cet aspect physique, bon. Et quand les deux se retrouvent à peu près au même poids, on a vu ce que ça a donné. C'était Mais grosse performance de rollby. moi, le truc dont j'étais plus choqué, c'est même pas la puissance de rollby, parce que je me suis dit, tu sais, son cut le drainait au niveau de sa puissance aussi, sûrement. Mais le fait que Hermanson fasse le cut. Ça, j'étais étonné de fou. Il avait raté quand les moins de 84 d'ailleurs? Il a déjà raté 84. Je crois qu'il a raté une fois, c'est ça? Ou alors Je te peut-être dis c'est ça. juste un gros 84. Je te dis, mais de base, c'est un gros 84. C'est de base un gros 84 Hermanson. Du coup, en fait, de base, que le mec c'est un gros 84. En fait, déjà que le mec il se fait coucher chez les 84. Alors qu'on parle quand même d'un mec qui a battu Joe Pyfer sur 5 rounds, tu vois. Joe Pyfer, c'est bien un Abusé. 84 qui frappe fort, c'est bien lui, tu vois. Les gars, Euh, voilà pourquoi le MMA c'est tellement dur à pronostiquer, les mecs. Jack Hermanson, est-ce qu'il a déjà raté le point en 84? Non. Non, non, il a pas raté une seule fois. Non, non, ok. Non, my bad. Non, non, il a eu des performances. Waouh, attends, Fight of the Night entre Marvin Vettori et Jack Hermanson. Ça, c'est un Fight of the Night. Oh, la carte, elle devait pas être belle. Après, Vettori, c'est gros. Vettori en 2020, ça devait C'est aller. combat très engagé. Après, c'est Vettori depuis qu'il est de retour que c'est pas fou. Après, face à Allen, c'était cool. Mais parce qu'il s'est détesté, tu vois, avec Allen. Allen qui parle du. Bon. Allen qui parle du frère mort de Vettori pour célébrer, tu vois. Il dit bonne fête des frères, je sais pas quoi, en vous regardant son frère, alors que 2 jours
Enfin, ouais. Ouais. Ça, c'est chaud. Ça, c'est le MMA. Tu vois, t'as du trash Je sais talk. pas à quel point c'est. Ouais. C'est J'ai ouais, envie de me dire bon soupçon, mais bon. quand même. On a eu quoi d'autre? On a eu Horiguchi qui a fait son tour. Et les gars, Grosse perf, hein. Horiguchi, moi, je suis pas étonné. Hein. Moi, j'étais très loin d'être étonné. Hein. Parce que Horiguchi, pour vous dire, hein, Horiguchi, en fait, pour ceux qui le connaissaient pas avant, donc bon, j'ai déjà dit plusieurs fois que c'était un ancien prétendant titre de Demetrius Johnson, etc. Quand Horiguchi prend Demetrius Johnson, on se dit réellement que le règne de Demetrius Johnson est en danger à ce moment-là. On se le dit. Et Horiguchi, c'est un mec, il a les mêmes déplacements. Il a des déplacements presque au niveau de Demetrius Johnson. Il a un striking, il frappe super fort. Il a des low kicks destructeurs. On a eu ça face à Ulanbekov. Et Ulanbekov, moi, j'ai toujours trouvé surcoté. Tu vois, parce que Team Rabib, etc., il a eu des match-ups favorables quand même. Oh, le Nikoulouk. On a eu Nikoulouk dans le chat Twitch, comment il va Monsieur. Et on a aussi Parker sur TikTok. Comment il va le Parker Mais non, moi, j'étais pas surpris. Franchement, je pensais. Après, moi sur quoi j'étais surpris, c'est qu'il y a un finish. Je pensais pas non plus qu'il allait le finir. Parce que je me suis dit, Ulanbekov, il est quand même résistant, tu vois. Et bien au final, il a tellement des trucs. Je suis pas étonné. Islam a déclaré que c'était. Qu'il a voulu. Comment dire? Pas hisser le drapeau, mais. Vous Lui, il a m'avez voulu compris, jeter qu'il la, a jeter voulu la serviette. abandonner. Il a voulu jeter la serviette dans le Et troisième voilà, round. il a voulu jeter la serviette, quoi, hisser le drapeau blanc. Mais que c'était une des pires weight cuts qu'il a jamais vu de sa vie. Et que Ulanbekov devrait jamais combattre dans cette catégorie. Alors, Après, bon, après les je dis pas que c'est une Dagestanais. excuse, hein. Les Dagestanais, ils sont. C'est pas. Oui, c'est souvent abusé. Quand vous regardez les vidéos de Anatomy of a Fighter où on voyait Khabib à l'époque qui cutait le poids, littéralement, t'as l'impression que c'est un mort-vivant, quoi. Ils se mettent dans des étapes impossibles. Alors bon, euh, ils ont réussi à avoir beaucoup de succès comme ça. Mais au bout d'un moment, il n'y a pas tout le monde qui est Khabib ou Islam. Donc forcément, era un peu de Ulanbekov, c'était team dagestanaise. Et moi, ça peut m'avoir aussi dans le sens où ces mecs-là, ils sont littéralement tous tellement forts. Tu te dis, ah ouais, mais. Tu sais, on commence à rentrer dans une parano style, il vient du Caucase. Alors que bon, l'analyse doit aller plus loin que ça. Hmm. Horiguchi, je me suis dit, putain, c'était vraiment un très bon combattant. Et j'ai pas du tout suivi ce qu'il a fait hors UFC. Je suis Hmm. honnête. Donc en fait, quand il est revenu, je me suis dit, bon, les mecs qui partent de l'UFC, il revient. La perf, mais en vrai de vrai, je dis, hein, c'est une perf qui. Hmm. C'est contre Ulanbekov, mais le mec, tu te dis, mais. Il Non, doit aller tout en haut du classement des. Ouais. Des Flyweight. flyweight. Ouais. Mais moi, c'est surtout en fait, les gens ils se disent, ouais, mais si le mec il était à l'UFC avant, que là il est plus à l'UFC. C'est-à-dire qu'il est parti de l'UFC, mais pourquoi? Parce qu'il s'est fait virer, parce qu'il a plus de niveau, parce que machin. Non, Horiguchi, quand il part de l'UFC, il est en 7-1 dans l'organisation, il bat tout le monde, il est monté très haut, et le seul contre qui il perd, c'est face à Demetrius Johnson, contre qui il se fait rétamer. Hein. J'ai vu le combat il y a 2 jours, il se fait rétamer sur 5 rounds. Hein. Il prend même pas un round. Hein. Vraiment, c'est une folie comment Demetrius le fume de A à Z. Le premier est vite fait compétitif, mais à partir du deuxième, le grappling et le contrôle cage de Demetrius, tout le combat. Il n'y a pas Il une avait seule quel âge, minute où. Horiguchi, Dans le à ce moment-là? 24. Il avait 24 ans, donc il était encore jeune. Hein. Mais il quitte l'UFC, il est en 19-2. Il quitte l'UFC, il est en 19-2, il est sur 7 victoires à l'UFC. Et ouais, Johnson a 50-44. Hein. Je suis d'accord. Hein. Après, non, même pas. Johnson, il a pas 50-44 vu que Johnson l'a soumis. Johnson l'a soumis. En fait, il a humilié tout le combat. Et la dernière seconde, il décide de lancer un armbar. Demetrius Johnson. Et il tape. Dans la seconde. Il tape direct. La Il folie. cherche. Ça va mettre. Imaginons qu'Horiguchi, un jour, il va battre Pantoja, ça va mettre du poids sur qui est le GOAT entre Dimitrius et Pantoja, ça. Ouais. Même si Ulan- les gens, ils sont. Mais ouais, Ulanbekov a toujours un souci de cardio. Là. Je lis le commentaire de Nico. Ouais, il a toujours un souci de cardio et c'est le weight cut qui fait ça. Et il était bien dans la pire période pour les flyweight à l'UFC. Ouais, après, c'est vrai que 2015-2016, enfin tout le règne de Demetrius Johnson. Le début du règne, il y a de la compétitivité, c'est là où il y a Joseph Benavidez. La fin du règne, il y a face à Cejudo. Mais c'est vrai que le milieu du règne, quand il tape pour la deuxième fois Dodson, quand il tape Reis, oh, tu sens que c'est le ventre mou. Le mec, il tape le 10e de la KT, quoi. Le mec, on lui donne le 10e de la KT. Il y a un moment, t'es champion depuis 6 C'est une raison ans. pour se faire Non, trade contre Ben Askren. Horiguchi, tu vois, on te dit Horiguchi, c'est le plus gros danger pour Demetrius. Tu sais combien il est rank Horiguchi au moment du combat? Il est quoi? Il est, je sais pas, 8ème? Ouais, il est 7ème. On nous dit c'est le plus gros danger pour Demetrius Johnson. Il est 7ème de la KT.
Ça, ça en mode on est saoulé. Il est 7ème, on l'a propulsé au titre. C'est. Maintenant, est-ce que Horiguchi aujourd'hui a le niveau pour être champion? Pour moi, Pantoja est trop. Pour moi, Pantoja, c'est trop. Est-ce que ouais, est-ce qu'il y en a qui vont commencer à avoir Van contre Pantoja? Moi, je sais. Pour moi, Horiguchi, c'est un niveau Taira, c'est un niveau Moreno, tu vois. C'est à ce niveau-là. Pour moi, c'est un bon top 3 à qui on va propulser vers le titre parce que il y aura personne d'autre en fait. En fait, vu que j'ai du mal à situer Ulanbekov maintenant, il était classé 11e. Je sais pas maintenant il est quoi Ulanbekov. Mais Il est le classement, des descendu fois, ça 13ème, je crois. souvent, Il est descendu 13ème. ça veut souvent rien dire, mais ça nous dit Horiguchi, il passe pas Joshua Van. Ouais, j'ai ça aussi, ouais. Est-ce que Horiguchi passe pas Joshua Van? Ben moi, c'est Je un sais combat que pas, j'aimerais beaucoup voir parce que ça va être full striking. ce genre de débat, frérot, je sais pas du tout, Ibra, je t'avoue. Ah, tu te rends compte Joshua, quand après, même il frappe fort hein, pour un mec de sa caté, il frappe très fort. Tu te rends compte que Horiguchi, oui, c'est ça aussi pourquoi les gens ils se disaient que ça pouvait être un danger parce que Kyoji Horiguchi, c'est un des 57 qui frappe extrêmement fort. Horiguchi, il a 35 victoires. Sur ces 35 victoires, il a 6 soumissions. Il en a passé, je crois, aucune à l'UFC. Sa seule à l'UFC, c'est Tagir Ulanbekov. Il a combien de défaites? 5. Il est en 35-5. Il a 40 combats, il a quel âge? 35. Oh là là. Sa seule victoire par soumission à l'UFC, c'est un Dagestanais. Incroyable. De la team Rabib. C'est sa seule victoire par J'étais soumission à sûr l'UFC. qu'il allait pas taper Ulanbekov. La fierté du Caucase, c'était sûr qu'il allait pas taper. En même temps, je pense qu'il avait même plus l'énergie en fait. Je pense en fait il s'est endormi tout de suite. Tu vois, quand t'es mort et tout, quand tu regardes début du 3ème round, il arrive plus à marcher, c'est mort. Hein. Et C'est moi, le meilleur flyweight de l'histoire. ouais, pour moi c'est top 10 Horiguchi. Parce qu'en fait, quand il part de l'UFC, il va au Bellator et il va au Rising. Et il prend la ceinture du Bellator et la ceinture du Rising. C'est une folie. Il perd contre Kaya Sakura, je crois. Il perd. Ah ouais? Ouais, il perd contre Kaya Sakura, il perd contre Sergio Pettis et il perd contre Pachimix. C'est ces 3 défaites en tour de l'UFC. Pachimix, Sergio Pettis et Kaya Sakura. Donc Kaya Sakura, c'est un finish premier round. Sergio Pettis, c'est un KO, spinning back fist, 4ème round. Et Pachimix, c'est une décision. Il est méchant ce Sergio Pettis. Non, c'est chaud. Hein. Il faut un avec Asakura. Non, je crois ouais, qu'il bat Asakura. Je crois qu'il bat Asakura. Ouais, il prend sa revanche avec Asakura juste après. Anelka a aussi perdu contre Asakura? Je savais même pas. Ouais, ça va. Manelcap oui, il y a eu Manelcap Asakura. Mais c'est Manelcap qui a perdu? C'est pas l'inverse? C'est pas Asakura qui avait perdu? Dans mes souvenirs, c'est Asakura qui avait perdu. Tu te fais spammer. Merci. Ouais, Merci. oui, c'est pour ça que j'ai. J'ai Garçon. dit ce mot-là. Ah non, mais Il apparaît à nouveau. j'ai pas tous les liens. Ouais, il y a eu 2 combats. Ok, c'est qu'il y a eu 2 combats entre Manelcap et Kaya Sakura Ok, aussi. merci les gars. Ok. Ils sont chauds, on a des vrais suiveurs là.